Me dit monsieur le rapporteur. Okay, mes chers collègues, messieurs, chers rapporteurs, nous concluons donc cet après-midi notre cycle d'audition sur la chronicité de la maladie de Lyme. Je remercie bien sûr Stéphane Viry et Janine Dubié qui ont préparé ces réunions sous forme de 3 tables rondes successives. La première, petit rappel, était donc consacrée à l'état des connaissances scientifiques et la deuxième intitulée « Les patients et le caractère chronique de la maladie de Lyme ». Ces 2 premières tables rondes, mercredi dernier, ont clairement mis en lumière 2 points essentiels: la souffrance des malades, en même temps la divergence d'appréciation, parfois même radicale, des médecins sur la manière d'aborder le problème spécifique de la chronicité de la maladie. Cet après-midi, notre 3e table ronde s'intéressera à la prise en charge des patients par le système de santé. Messieurs, nous vous remercions donc d'avoir répondu à notre invitation devant donc les commissaires de la Commission des affaires sociales. Avant de vous passer la parole, je pense que les rapporteurs, mes chers collègues, souhaiteront dire quelques mots. Et donc, je passe la parole à Stéphane Viry. Merci Madame la Présidente. Effectivement, mes chers collègues, nous achevons cet après-midi notre cycle de table ronde que nous avions décidé de conduire sur la question de la chronicité ou non de la maladie de Lyme. La semaine passée, nous l'avons vu, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, cette question suscite beaucoup de controverses et n'apparaît pas en l'état véritablement tranchée sur le plan scientifique. Cette question me paraît liée à la controverse persistante qui entoure les méthodes de dépistage de cette maladie, alors que l'efficacité des sérologies est contestée, me semble-t-il, selon ce que j'ai pu recueillir la semaine passée. Dans ce contexte, il nous semble urgent, avec ma collègue Janine Dubié, de faire avancer la recherche sur cette maladie. Et pour que le débat se conduise, et surtout peut-être qu'il s'apaise, il faut que les convictions laissent place à des certitudes. Nous en avons besoin pour bâtir la prise en charge de tous les patients qui souffrent de symptômes chroniques et auxquels le système de santé doit apporter une réponse. Cette nécessité, les pouvoirs publics ont commencé à la prendre en compte dans le cadre du plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les autres maladies transmissibles par les tiques qui a été lancé par le gouvernement de l'époque en 2016. En application de ce plan, et je le dis pour nos collègues qui sont aujourd'hui présents, en application de ce plan, 5 centres nationaux de référence ont été nommés en 2019 pour, d'une part, coordonner la recherche et, d'autre part, assurer la prise en charge des cas complexes de maladie de Lyme. Dans le même temps, les ARS ont désigné des centres de compétences locaux afin de permettre une prise en charge multidisciplinaire des patients atteints de symptômes polymorphes. Le but de notre rencontre de cet après-midi et de la table ronde que nous organisons est de nous arrêter un peu plus longuement sur cette question essentielle de la prise en charge des cas chroniques, qu'il s'agisse d'une maladie de Lyme confirmée ou seulement suspectée. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de vous être rendus disponibles cet après-midi pour venir à notre rencontre et pour vous exprimer sur ce sujet. C'est au fond le plus important de tous, au-delà des controverses scientifiques. Il s'agit de mettre fin pour nous à l'errance des malades. Dans cette perspective, quelques sujets de réflexion. Dans cette perspective, il sera bon les uns et les autres que vous nous donniez quelques précisions sur la nouvelle organisation territoriale que je mentionnais, avec les centres nationaux de référence et les centres locaux de compétences. Est-ce que cette organisation est effective? L'est-elle partout en France? Avez-vous déjà un retour sur son efficacité? Au-delà de cette première interrogation, nous voudrions aussi clarifier la question des protocoles applicables pour la prise en charge des patients potentiellement atteints de la maladie de Lyme. La recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, publiée en 2018, n'a pas été acceptée unanimement et la Société de pathologie infectieuse en langue française semble avoir émis l'an dernier des recommandations concurrentes. Ça a été un peu stigmatisé lors de nos tables rondes de la semaine passée. Je vous pose la question, qu'en est-il aujourd'hui, depuis 2018? Est-ce que les recommandations de la Haute Autorité de Santé continuent-elles à s'appliquer? Est-il prévu, le cas échéant, de les actualiser? Par ailleurs, je voudrais revenir sur le plan gouvernemental de 2016 du gouvernement qui avait évoqué la possibilité d'intégrer les formes graves de la maladie de Lyme dans la liste des affections de longue durée, bénéficiant ainsi d'une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Pour nous, en tant que législateurs,
avec le PLFSS qui arrive, c'est un sujet important. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui? Et je souhaiterais enfin, pour ne pas être trop long, que nous évoquions la question des traitements. Les antibiothérapies demeurent actuellement au cœur des traitements de la maladie de Lyme. Là encore, la Haute Autorité de Santé avait ouvert la porte dans sa recommandation de 2016 à des antibiothérapies prolongées au-delà d'un mois dans le cadre de protocoles de recherche. Que sait-on, que savez-vous aujourd'hui de l'efficacité de ces antibiothérapies longues? Et par ailleurs, les patients atteints de symptômes chroniques nous ont disent fréquemment obtenir une amélioration de leur état grâce à des médecines douces, notamment à la naturopathie, là où le système de santé, je vais dire conventionnel, s'est avéré impuissant. Qu'en pensez-vous? Le problème est évidemment que ces traitements sont généralement coûteux et non remboursés par la sécurité sociale. Quel est là encore votre regard, votre avis sur la question? Voilà, donc déjà beaucoup de questions à traiter dans un espace-temps restreint. Je vais donc demander à ma collègue Jeanne Dubié, co-rapporteure, de dire également un mot d'introduction. Pour organiser cette séquence d'après-midi, je vais vous inviter chacun peut-être pendant un temps initial de 5 minutes, 10 minutes, on est généreux cet après-midi, 10 minutes à avoir un moment d'expression libre par rapport à la question de la table ronde, peut-être par rapport aux interrogations que j'ai pu poser, au-delà de celles de ma collègue. Après ces 10 minutes, nous inviterons nos collègues également à vous poser les questions qui sont les leurs et nous aurons ainsi un échange jusqu'à la fin de cette table ronde. En tout cas, merci de votre disponibilité et de votre présence cet après-midi parmi nous. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Je vais passer la parole à madame Jeanine Dubié, juste pour préciser, c'est 10 minutes par organisme. Voilà. Oui, merci, merci Madame la Présidente, merci à vous, messieurs, de venir devant nous pour répondre aux questions qui vous ont déjà été posées par Stéphane Viry, donc co-rapporteur. Si vous m'y autorisez, Madame la Présidente et Monsieur le co-rapporteur, moi je ne vais pas en rajouter. Beaucoup de questions déjà ont été posées, donc je propose de vous écouter parce que c'est ça qui est le plus important. Et par contre, à l'issue de votre intervention, j'aurai sûrement des questions à vous poser par rapport à ce que vous aurez dit et savoir si peut-être un complément ou si vous demandez quelques compléments. Voilà. Donc je n'en rajoute pas pour l'instant. Ok, merci Madame la rapporteure. Donc effectivement, je ne reviens pas sur le timing. La première personne qui devait intervenir était le docteur Pierre Gabache pour la Haute Autorité de Santé. Il n'est pas là. Donc je passe la parole à docteur Clément Lazarus pour la Direction Générale de Santé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la rapportrice, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord me présenter très brièvement, je suis le docteur Clément Lazarus, médecin spécialiste de santé publique, médecin épidémiologiste et depuis le mois de février, j'occupe les fonctions d'adjoint au sous-directeur de la veille et de la sécurité sanitaire au sein de la Direction Générale de la Santé. Et c'est cette sous-direction qui s'occupe de ce dossier qui vous intéresse aujourd'hui. Et c'est donc à ce titre que j'interviens devant vous aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir un regard relativement neuf sur la question de la maladie de Lyme, puisque dans mes précédentes fonctions que j'ai occupées dans mon parcours professionnel, ce n'était pas une pathologie sur laquelle j'avais beaucoup eu à intervenir. Et on ne peut être que frappé, quand on arrive dans ce dossier, de la force des affects que tous les intervenants peuvent avoir. Et je crois que malheureusement, d'où qu'ils viennent, et quelles qu'en soient les motivations et les bonnes raisons et mauvaises raisons, elles peuvent être un frein à l'avancée sur ce sujet. Donc, il nous faut procéder avec des principes et une méthode. Les principes, d'abord, ils sont simples, c'est la concertation. C'est pour ça que nous avons mis en place un COPIL Lyme au ministère qui se réunit régulièrement. C'est la démocratie sanitaire et c'est la méthode scientifique et toute la méthode scientifique, ce qui inclut le doute et la critique et le débat
pour faire émerger les points de convergence et les points de divergence. La première chose d'abord qu'on peut constater, c'est que sur beaucoup d'aspects de la maladie de Lyme, il y a des convergences. Heureusement, et ça ne fait pas débat. Donc sur ces points-là, on peut avancer assez rapidement. Puis il y a des points de divergence sur lesquels il faut avancer. Et moi, ce que je constate, c'est que parmi l'ensemble du champ des pathologies infectieuses que nous avons à traiter au sein de la sous-direction veille et sécurité sanitaire, la maladie de Lyme est un champ extrêmement dynamique. Alors, avec ses controverses violentes, on l'a dit, vous l'avez rappelé, mais il se passe des choses. Il y a eu un plan qui a été mis en place en 2016. Il est en cours d'implémentation. Alors, il peut être sujet à critique, justifié ou pas, et en tout cas, il faut qu'il soit soumis à évaluation. Et puis, il y a des choses qui se traduisent concrètement. Il y a un suivi de ce plan d'action. Et sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui de la prise en charge des patients, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'abord, on a travaillé collectivement une prise en charge en 3 niveaux, ce qui correspond assez bien aux standards internationaux d'organisation des soins, avec une médecine générale qui prend en charge la grande majorité des patients, des centres de compétences avec une approche pluridisciplinaire qui associe toutes les compétences dont on peut avoir besoin dans un territoire, et puis un niveau de recours tertiaire qui permet une analyse et une spécialisation de l'analyse et un deuxième avis lorsque c'est nécessaire. Il a fallu désigner ces centres de référence. C'était quelque chose qui a fait l'objet de travaux importants avec les associations, avec l'ensemble des spécialistes, et je crois que la méthodologie qui a été mise en place pour désigner ces centres a été assez lourde, il faut le dire, mais qu'elle a été robuste et qu'elle a permis de faire un travail exemplaire. Elle a permis d'avoir une grille de critères objectifs. Elle a permis d'associer et de vérifier que la qualité scientifique des centres qui étaient choisis était suffisante, qu'ils avaient un projet pour faire vivre la démocratie sanitaire au sein de ces centres. Et donc, forcément, il y a eu des déçus, mais néanmoins, cette évaluation, elle a été la plus objective possible, à notre sens. Et puis, il y a des financements qui ont été fléchés pour que ces centres puissent commencer à vivre. Alors, on va revenir sur l'actualité que vous connaissez tous avec le Covid. Donc, évidemment, que l'année qui s'est écoulée a fait qu'il y a eu des retards et des longueurs, puisque l'actualité était ce qu'elle est. Néanmoins, les choses avancent et on va pouvoir y revenir. Je ne vais pas être trop long et je laisserai surtout la parole à mon collègue Bruno Vion, qui est le spécialiste de cette question au sein de notre sous-direction. Mais sur l'aspect des recommandations, là aussi, via le COPIL et via ces instances de concertation avec l'ensemble des acteurs, on a réussi petit à petit à rapprocher les points de vue, ou en tout cas à remettre tout le monde autour de la table, et c'est une très bonne chose. Et puis, sur les ALD et les traitements, là aussi, il y a des controverses. Il ne m'appartient pas nécessairement d'y répondre, car ce sont à ce stade des controverses scientifiques. Mais en tout cas, en tant que responsable d'administration, ce sont des sujets que nous regardons d'extrêmement près pour suivre les choses et pour faire en sorte que tout cela puisse aller le plus vite possible. Et je vais laisser la parole à Bruno, qui va compléter mon propos. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Bruno Vion, je suis médecin également. Je travaille à la Direction générale de la santé, dans la sous-direction veille et sécurité sanitaire, et dans le bureau qui prend en charge, qui s'occupe de la politique autour des maladies vectorielles, moustiques ou biatiques. Et je m'occupe de ce dossier depuis un peu plus de 2 ans. J'ai suivi les tables rondes de la semaine dernière et j'ai vu qu'il y avait quelques interrogations concernant la désignation des centres, par exemple. Sans m'étendre trop, la Direction générale de la santé a souhaité réunir un jury indépendant, a demandé à différents organismes de proposer un représentant. Ça a été Santé publique France, ça a été l'INSERM concernant la recherche, France Asso Santé pour des représentants des usagers, les spécialités médicales concernant les médecins spécialistes et également la Fédération hospitalière de France.
ce jury s'est réuni de façon indépendante, a pris connaissance de l'appel à projet que nous avions fait, et à partir de là, a élaboré une grille de lecture des différents dossiers. Dans les critères qui ont été retenus, il y avait bien sûr la démocratie sanitaire, ça c'était bien noté dans l'appel à projet sous forme d'instruction que nous avions diffusée fin novembre, fin 2018. Par contre, ce n'était pas le critère prédominant. Le critère prédominant, c'était l'aspect scientifique du dossier, le projet scientifique, l'adossement à une équipe de recherche. Voilà ce qui peut expliquer que certains centres qui se sont présentés comme étant soutenus par des associations n'ont peut-être pas été désignés parce que d'autres aspects étaient pris en compte. Un représentant des usagers, comme je le disais, a été proposé par France Asso Santé. Nous n'avons pas pu nous rapprocher des associations qui défendent spécifiquement les patients atteints de maladie de Lyme, ces associations soutenant certains des dossiers. Donc, dans le jury indépendant, nous n'avons pas pu les associer au classement des dossiers. Concernant l'organisation des soins, comme le disait Clément Lazarus, un premier niveau qui est traditionnellement le médecin généraliste. Le médecin généraliste qui prend en charge et qui soigne la plupart des cas avec succès. On voit qu'en médecine générale, c'est surtout des érythèmes migrants qu'on voit, avec un diagnostic assez facile, un traitement qui est bien codifié. Si ce spécialiste de médecine générale se sent dépassé, va passer la main dans sa proximité avec ses correspondants habituels du service de maladies infectieuses, et dont certains sont spécifiquement désignés comme centre de compétences de maladies infectieuses, pour les maladies vectorielles à tic, qui vont prendre en charge selon un protocole qui est en train de s'uniformiser au niveau du territoire. Et puis, le cas échéant, adresser le dossier du patient à un centre de référence, 5 centres de référence qui sont au niveau national, et qui pourront organiser une expertise un petit peu d'un autre niveau pour des cas plus complexes. Alors, une des plus-values de cette organisation des soins, donc, c'est de mettre en réseau les personnes qui travaillent autour de ces sujets, en médecine générale, dans les services d'infectiologie, et puis également de pouvoir produire de la recherche à partir des dossiers des patients qui seront présentés par les médecins généralistes vers les centres de compétences. Et l'idée que nous avions en rédigeant cet appel à projet, et puis ce que les centres sont en train de mettre en place, mais Christian Raoult pourra en parler également, je pense, c'est d'avoir une base de données commune de tous ces patients qui présentent des symptomatologies au long cours, qui parfois se ressemblent, parfois ne se ressemblent pas. Voilà, essayer de tirer un enseignement scientifique de toute cette population qui est en souffrance, qui est en errance. Merci, Monsieur Vion. Nous aurons l'occasion de revenir. Vous inquiétez pas, vous aurez à nouveau la parole. Entre-temps, Dr Pierre Gabache nous a rejoint pour la Haute Autorité de Santé. Donc, vous avez, mon cher monsieur, la parole. 10 minutes. Bonjour, et je vous prie de m'excuser pour mon retard. Je suis vraiment désolé. Alors, pour la Haute Autorité de Santé, vous savez que c'est nous qui avons élaboré des recommandations de bonnes pratiques telles prévues par la réglementation. Et donc, il y a eu une difficulté lors de la fin de l'élaboration, puisqu'il y a eu un hiatus entre certaines sociétés savantes et la Haute Autorité de Santé sur ces recommandations, sur une petite partie de la recommandation, puisque la majorité des 2 recommandations sont quasiment identiques, mais c'est sur les signes et les symptômes persistants, puisque dans la recommandation de l'HAS, nous parlons du SPPT, et dans la recommandation des sociétés avances, on parle du SSP, donc on a quelques lettres qui font des différences et des prises en charge différentes. Dans cette recommandation, on avait demandé
la mise en place de centres experts, et c'est avec le ministère, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, sur la mise en place des centres de référence et d'expertise pour prendre et donner une réponse thérapeutique, diagnostique et thérapeutique à ces malades qui posent quand même une difficulté à la prise en charge dans notre pays. Sur les recommandations, on s'était engagé donc à mettre à jour ces recommandations, et donc on avait entamé des travaux pour remettre en place le groupe de travail, mais malheureusement, avec la crise du Covid, on était occupé à autre chose, et les infectiologues, eux aussi, avaient d'autres pathologies prioritaires à traiter, et donc ça a été repoussé. On a repris donc maintenant les travaux sur la constitution du groupe de travail et groupe de lecture, donc c'est fait. Donc tous les dossiers ont été validés par le comité de validation des déclarations d'intérêt et par le déontologue de l'HAS, parce qu'on est très prudent sur tous les problèmes de conflit d'intérêt, de liens d'intérêt, donc tout ça a été validé. Les deux groupes, le groupe de travail et le groupe de lecture, sont constitués sur le papier et on va les réunir le mois prochain. Alors le problème, c'est qu'on attendait la possibilité de faire des réunions en présentiel, en se disant que la crise sanitaire nous permettrait de faire ce type de réunion, parce que je pense qu'une réunion en présentiel est essentielle, étant donné la difficulté, les controverses et tout. Je pense que malheureusement, on ne va pas attendre et faire des réunions en visioconférence, ce qui est un peu dommageable, puisqu'il y a un vrai travail de relations humaines, enfin scientifique certes, mais aussi de relations humaines, et on va mettre ça en place avant la fin de l'année. Les objectifs que nous avions définis conjointement avec la DGS, donc que ce soit Jérôme Salomon et Dominique Le Guludec, je vous prie d'excuser parce qu'elle est occupée, puis je vais la rejoindre à une autre commission après sur le Covid à 17h. Donc, on s'est mis d'accord, c'était l'objectif de ce groupe de travail, c'était d'abord de réfléchir ensemble, donc avec les associations de malades et les professionnels, sur les critères d'adressage des malades vers ces centres experts et de référence, c'est-à-dire que ça met tous autour de la table et dire que celui-là, il reste en premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et dans le deuxième cas, c'est de refaire une analyse de littérature scientifique, voir s'il y a des nouveautés scientifiques qui soient apparues et voir si on peut se mettre d'accord de manière consensuelle sur ces recommandations. Sinon, on envisage de faire une recommandation consensuelle et après mettre ce que font les anglo-saxons, et ils disent, voilà, il y a une divergence, il y en a qui prônent ça, il y a qui prônent ceci. Ce sera une nouveauté pour la chaise, parce que jusqu'à présent, on a toujours essayé d'avoir le consensus des professionnels, de dire, voilà, eh bien, sur la prise en charge des symptômes persistants, eh bien, il y a une difficulté de prise en charge au jour d'aujourd'hui. Enfin, nous verrons, la science ne permet pas de répondre, puisqu'on a toujours demandé la chaise de mettre en place des programmes de recherche sur ces patients qui ont des symptômes persistants pour qu'on analyse le diagnostic et la prise en charge de ces malades. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci, monsieur. Vous aviez encore un peu de temps. Donc, je passe la parole à monsieur Benoît Jolac, responsable du laboratoire de bactériologie de Strasbourg. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde à l'occasion de cette commission que vous avez mise en place. Donc, je suis le professeur Benoît Jolac, je suis médecin microbiologiste au CHU de Strasbourg et parallèlement, je dirige le Centre national de référence des Borrelia. Je travaille sur les infections transmises par les tiques depuis 1995. Alors, il m'a été demandé de rappeler un petit peu les missions du Centre national de référence. Elles sont multiples, comme pour tous les CNR. Donc, développer et diffuser des méthodes pour le diagnostic des différentes formes de borréliose, en l'occurrence, et nous les mettons à disposition pour l'ensemble de la communauté médicale. Développer des techniques de typage de ces bactéries. Il s'agit de méthodes moléculaires fines. Leur but est de préciser la circulation de ces bactéries entre les animaux et les hommes et les relations qui existent entre ces bactéries et les différentes manifestations cliniques dont souffrent les patients. Évaluer les tests sérologiques commercialisés. Depuis sa création, le CNR a évalué d'abord les tests ELISA, puis récemment les tests Western Blot et est actuellement en train d'évaluer les tests PCR. Apporter aux confrères cliniciens et biologistes son expérience biomédicale, c'est une activité quotidienne du CNR. Contribuer à la surveillance épidémiologique pour caractériser l'écologie des Borrelia, je vais y revenir dans quelques instants. Contribuer à la surveillance épidémiologique humaine, le CNR participe à l'analyse des données du réseau Sentinelle.
participer aux réseaux internationaux et le CNR est membre depuis sa création en 2011 du seul groupe européen multidisciplinaire d'études des pathologies liées aux tiques qui s'appelle l'ESBOR. Ce groupe comprend actuellement des représentants de la très grande majorité des pays européens. Parmi ces missions, comme je le disais, le CNR participe à la surveillance vectorielle. Depuis 2012, plus de 19 000 tiques ont été analysés par le CNR sur différents sites géographiques. Qu'est-ce qu'ont montré ces travaux? Ces travaux montrent une hétérogénéité de la densité des tiques, hétérogénéité géographique entre les régions, hétérogénéité saisonnière avec un pic en mai-juin, hétérogénéité temporelle pour un même site selon les années, hétérogénéité aussi du taux d'infection des tiques par Borrelia selon les régions françaises. Il y a donc des années hautes, si je peux m'exprimer ainsi, et des années basses, mais à ce jour, depuis 2012, nous n'avons pas observé de tendance globale à la hausse ou à la baisse. La deuxième question à laquelle nous nous intéressons, ce sont quelles sont les espèces de Borrelia qui sont détectées chez l'homme quand l'homme est malade atteint de Lyme. Donc, de même, cet aspect est surveillé depuis 2012. Il s'agit d'un protocole national qui est organisé sur l'ensemble du territoire avec l'aide de nos confrères infectiologues et surtout les dermatologues sur biopsie cutanée de patients volontaires signant un consentement éclairé et atteints de différentes manifestations, mais surtout d'érythème migrant. Plus de 2700 prélèvements humains ont ainsi été analysés, provenant de 77 départements en métropole. Sur les 263 cas qui ont été prouvés par culture ou par PCR, ou les deux à la fois, tous étaient liés à une infection par l'une des trois espèces, je m'excuse d'être un petit peu technique, Afzeli, Garini et Burgdorferi. Aucun échantillon humain à ce jour n'était positif pour les autres espèces de Borrelia, qui sont nombreuses, alors que dans les tiques, on trouve justement ces autres espèces régulièrement. Donc, je dois souligner cette disparité qu'il existe entre l'homme et l'animal, entre l'homme et les tiques plus précisément, avec la connexion qui existe entre les deux. Cette disparité est aussi observée pour les co-infections chez l'homme. Nous avons observé de très rares cas de co-infection, soit par deux espèces de Borrelia, soit par Borrelia plus une autre bactérie chez l'homme ou un autre virus comme le virus TBE. Alors que dans le même temps, 10% des tiques au minimum sont co-infectés par différents agents infectieux. Cette disparité, si j'insiste dessus, entre tiques et hommes, c'est parce qu'elle est source de grande confusion lors des discussions. Vous nous avez aussi posé question au CNR concernant la borréliose de Lyme et les tests. Comme cela a été dit par mes voisins gauche, la manifestation clinique la plus fréquente de la borréliose de Lyme est l'érythème migrant, qui représente, en France comme dans tous les pays d'Europe, à peu près 80%, voire plus, des formes cliniques de la maladie. Pour qu'il y ait maladie, il faut notamment que la tique soit infectée, mais pas seulement, et on sait que la tique est infectée en France comme dans les autres pays d'Europe, à peu près dans 12% des cas. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que certaines confusions de la sérologie de Lyme viennent de ce point. On sait que la sérologie de Lyme n'est positive que dans 50% des cas d'érythème migrant, qui représente néanmoins la majorité des cas de maladie de Lyme. Elle ne doit pas donc être utilisée à ce stade précoce de la maladie, et ce point est bien établi, bien décrit dans toutes les recommandations européennes, mais aussi françaises depuis plusieurs années. Par contre, et cela est aussi établi dans ces différentes recommandations, elle n'est pas prise en défaut dans les manifestations disséminées tardives de la maladie, neurologique et articulaire. Au total, il est donc vrai que la sérologie n'est pas toujours positive dans le Lyme. Il est faux, par contre, de dire qu'elle est régulièrement négative dans les formes tardives de la maladie. Une autre confusion est fréquente dans la sérologie de la maladie de Lyme. Avoir une sérologie positive ne veut pas dire être malade. Avoir une sérologie positive signe uniquement, si j'ose dire, la rencontre avec l'agent infectieux, pas forcément une maladie. Et ceci n'est pas spécifique à Borrelia. Ni mes collègues européens, ni moi-même, ni les autres membres du CNR ne considérons que la sérologie de Lyme est parfaite, comme on peut parfois nous le prêter. Elle a ses limites, il convient de bien les connaître pour bien l'utiliser et bien interpréter les résultats.
Comme toujours en médecine, les tests apportent des éléments diagnostiques, font partie de ce diagnostic, mais ne font jamais à 100% le diagnostic. Ils y contribuent. Concernant les recommandations, comme cela a été évoqué, il y a eu des dysfonctionnements regrettables lors de leur élaboration et il était alors impossible pour des représentants des sociétés savantes d'accepter ce qu'elles n'avaient pas validé. J'ai assisté à toutes les réunions du PNDS et je sais ce qui s'est passé en réalité. Je voudrais, au-delà de ça, surtout dire que les propositions intersociétés savantes sous mandat de la DGS ne se veulent pas concurrentes, mais elles se veulent représentatives. Elles ont été validées par plus d'une vingtaine de sociétés savantes, représentant plus de 90% des 50 000 à 100 000 médecins qui exercent sur notre territoire, toutes spécialités confondues, avec des modes d'exercice diversifiés, notamment des médecins généralistes, qui sont, comme cela a été dit, les premiers acteurs de la prise en charge de ces patients. Je voudrais aussi ajouter à ce jour qu'aucun praticien, depuis que ces recommandations existent, n'a contacté le CNR pour critiquer ces recommandations des sociétés savantes. Par contre, des demandes régulières de précision ont été faites et je dois dire que le retour des confrères montre une satisfaction d'avoir un document synthétique de terrain adapté à leurs pratiques quotidiennes. Vous nous interrogez aussi sur les centres de référence cliniques sur les MVT. Je ne suis pas clinicien, je suis biologiste, mais je suis médecin et je participe en tant que microbiologiste au centre de référence MVT du Grand Est, tel que cela est prévu dans le cahier des charges. De plus, le CNR reçoit directement beaucoup de demandes de patients concernant les modalités de sa prise en charge et nous orientons ces patients vers les différents centres de référence mis en place. Je connais donc assez bien leur fonctionnement. Ces centres, comme cela a été dit, ont été créés pour répondre à l'errance des patients. Et c'est ce qu'ils font. Il y a des patients qui souffrent, cela doit être pris en compte et cela a été pris en compte et est pris en compte. Le centre de référence Grand Est accueille ainsi tous les patients qui sont adressés par leur médecin traitant. Il n'y a pas de rejet, à condition qu'ils soient adressés par un médecin traitant ou un autre spécialiste pour une prise en charge qui est multidisciplinaire. Le délai de prise en charge est actuellement au maximum de 3 mois, raccourci en cas de besoin, voire parfois dans la journée. À partir de là, non seulement le diagnostic de Lyme est envisagé, mais aussi en fonction de la clinique et des éléments paracliniques, d'autres hypothèses diagnostiques. Ne pas envisager d'autres diagnostics débouchant sur des prises en charge spécifiques serait une erreur qui pourrait être dramatique pour les patients. Et malheureusement, cela est relativement fréquent en amont de leur venue au centre. Ce point est non médiatisé, mais il est fréquent, que ce soit dans les centres de référence MVT ou via la hotline du CNR Borrelia. En conclusion, j'appelle de mes vœux la poursuite des travaux avec la HAS, avec respect, équité et représentativité des différentes spécialités médicales, afin d'aboutir à un véritable consensus au service des patients. Je comprends tout à fait que des personnes ne soient pas d'accord avec les idées que j'ai présentées. Je comprends que cela ne soit pas facile pour des députés qui ont à répondre aux questions complexes que leur posent les patients qui souffrent ou les personnes de la famille des patients qui souffrent qui viennent vous en parler. J'accepte bien sûr d'en débattre sereinement, car afin de progresser sur ces sujets, je souhaite travailler, les différentes sociétés savantes souhaitent travailler sur cette thématique dans un climat serein et respectueux. Ceci ne fut pas toujours le cas et je déplore des contre-attitudes violentes, virulentes, multiformes que je ne souhaite pas se voir reproduire dans un pays démocratique. Je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci bien, monsieur. Je passe tout de suite la parole à monsieur Christian Rabot, président de la commission médicale d'établissement du CHU de Nancy. Merci Madame la Présidente. Madame... Micro, et parlez dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci Madame. Oui, je sais pas lequel il faut que je prenne. Celui-là, tout parfait. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Merci d'une part de votre invitation et je souhaiterais, pendant les 10 minutes que vous nous avez données pour ce propos liminaire,
pouvoir insister sur 2 aspects en repartant des questions que vous avez posées vous-même dans votre propos liminaire et que nous avons eu l'occasion un petit peu d'analyser préalablement et qui commence, je pense que c'est très important, par cette injonction, souhaiter que les convictions laissent place aux faits. Je pense qu'on ne peut être en tant que scientifique que complètement d'accord sur ce sujet. Et la première partie de mon propos va être peut-être d'essayer d'expliquer le pourquoi on n'y est pas forcément arrivé, peut-être du fait d'un péché originel dans l'organisation et la rédaction même de ces recommandations, dans la mesure où vous le dites vous-même, dans le discours que vous nous avez tenu au départ, on a des approches qui sont un petit peu différentes. On parle à un moment de symptômes chroniques, on parle de maladies chroniques, qu'ils soient associés à la maladie de Lyme, certaines ou avérées, qui conduisent quelque part à une errance médicale. Et on voit que quelque part, et on revient là à un mode de fonctionnement, ce qu'on va appeler les critères d'inclusion dans une démarche scientifique, ne sont pas clairs, ou en tout cas ne sont pas libres, dans la mesure où, d'emblée, quand on aborde ce sujet, on présage pratiquement déjà du diagnostic final qui est une maladie de Lyme. Alors que la démarche diagnostique médicale habituelle est différente. Quand un patient vient voir son médecin habituellement, il ne vient pas pour confirmer un diagnostic, il vient avec des symptômes et à l'issue de ces symptômes, il souhaite que le praticien puisse élaborer, suite à une démarche diagnostique, un diagnostic et possiblement un traitement. Et là, dès le départ, on est rentré dans une démarche un petit peu inverse où, intitulé même de la démarche, c'était maladie de Lyme ou maladie de Lyme et autres maladies vectoriellatiques, et par suite, on présageait quelque part du résultat et ne donnait pas forcément la possibilité d'évaluer ou d'évoquer d'autres diagnostics dont les prises en charge seraient très différentes. Et c'est un des éléments, à mon avis, central qui, et ça a été dit, que ce soit la Société de pathologie infectieuse, que ce soit les infectiologues, souhaitent bien sûr remettre le travail en commun avec la Haute Autorité de Santé. Il faut qu'on change un petit peu ce paradigme pour vraiment partir de ce besoin, de cette demande. Il y a des patients qui souffrent, certains de la maladie de Lyme, certains d'autres choses. Tous ont le droit à la même prise en charge. Tous ont le droit aux mêmes égards et à la même concentration du praticien pour évoluer vers un diagnostic, sans qu'on dise d'emblée, c'est Lyme, c'est pas Lyme, je m'en occupe pas, c'est Lyme, je m'en occupe, et le traitement, c'est telle chose. Donc il faut vraiment remettre cette démarche diagnostique au centre de cette prise en charge. Et la façon même dont elle a été orientée a pu poser souci et a justifié, entre autres, l'incompréhension de certains et a conduit, quand vous parlez des recommandations élaborées par la SPIL, je réinsiste sur le fait qu'elles ne sont pas élaborées par la Société de pathologie infectieuse de langue française, mais par un ensemble de sociétés savantes. Et le dernier chapitre, vraiment, et c'est la nouveauté et la force de cette recommandation, rappelle bien aux praticiens que dans sa pratique, dans son exercice, dans son approche du patient, en 1, on écoute le patient, en 2, on élabore une démarche diagnostique, et en 3, on arrive à une conclusion qui peut être la maladie de Lyme. Et pour répondre à une autre de vos questions, si c'est la borréliose de Lyme due à Borrelia burgdorferi, oui, le traitement est un traitement antibiotique. On sait, on en a fait la preuve. Et si cette maladie est la maladie de Lyme, borréliose de Lyme, un traitement de plus d'1 mois n'a pas démontré son intérêt dans l'état actuel des connaissances de la science. Par contre, effectivement, un patient qui vient avec des doléances peut avoir plein d'autres raisons d'avoir des doléances qu'une borréliose de Lyme et peut même avoir d'autres raisons et malgré tout une sérologie de Lyme positive. Et c'est là où l'exercice médical reste un exercice compliqué sur lequel il faut absolument qu'on puisse faire la part des choses entre les deux. Lors du PNDS dont il a été question et qui s'est réalisé donc, avec la Haute Autorité de Santé, dans les locaux de la Haute Autorité de Santé, nous avons été amenés à recevoir un certain nombre de personnalités extérieures, je dirais, au groupe de travail, dont le professeur Horowitz, qui est connu dans le domaine de la maladie de Lyme et qui est un Américain. Et il a été très, très intéressant, au-delà de décortiquer son discours et d'en avoir une vision critique ou pas, mais de bien voir que quand on a discuté avec lui et les collaborateurs qui étaient venus avec lui, on a parlé de maladie de Lyme, on a parlé de maladies vectoriellatiques, et on a dit qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui peuvent être identifiés chez la tique. Certains rendent malades, d'autres ne le rendent pas, mais certaines des maladies qui n'ont rien à voir avec la borréliose de Lyme. Et puis, dans cette mal-être, dans ces patraqueries qu'on peut rencontrer chez certains patients, le terme de patraquerie, je l'utilise à dessein, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque dans la brucellose, qui elle-même déjà pouvait donner des formes chroniques.
eh bien, on voit que d'autres hypothèses peuvent être évoquées au fil de l'eau, et des hypothèses qui peuvent être même non infectieuses. Ça peut être de l'intoxication aux métaux lourds, ça peut être les conséquences de perturbateurs endocriniens, ça peut être peut-être demain une discussion autour de la 5G ou d'autres problématiques de santé. Et la démarche que nous, on défend, c'est qu'il faut que le médecin reste dans son rôle de diagnostic et d'apporter le bon traitement au bon patient pour la bonne maladie. Et là où il y a sans doute une opposition entre la façon dont on approche les choses, qui ne sont pas faciles, et ce que peuvent dire ce qu'on appelle classiquement les Lyme Doctors, c'est que les Lyme Doctors ont, et vous avez vu les ordonnances qu'ils peuvent produire, sont des ordonnances très larges, qui vont couvrir un risque bactérien, un risque fongique, un risque viral. Dans ces ordonnances, on trouve la très médiatisée actuellement hydroxychloroquine, le Plaquenil, qui est généralement prescrit aussi. Et on voit qu'il couvre beaucoup de choses. La naturopathie peut faire partie aussi des éléments qu'on peut proposer. Mais cette démarche ne nous convient pas sur le plan diagnostique. On n'est pas sur une démarche diagnostique de cibler et donner le bon médicament et uniquement le bon médicament aux patients, mais de faire quelque chose d'assez large. Et ceci conduit aussi à des traitements longs. Alors effectivement, des patients peuvent être améliorés après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, mais il y a des patients qu'on ne traite pas qui s'améliorent après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois. Si on n'a pas vraiment les critères d'inclusion et qu'on ne parle pas exactement de la même chose, qu'on met toutes ces pathologies ou tous ces symptômes dans le même panier, il est difficile d'en tirer des conclusions. Ça, c'était le premier point qui me paraît important parce qu'à mon avis, il explique pour beaucoup les difficultés qu'on a. La deuxième, donc, je suis à la fois président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, mais ce n'est pas forcément la raison qui m'a amené ici. Je suis infectiologue, membre de la Société de pathologie infectieuse de langue française, et je suis dans un établissement qui fait partie d'un des centres de référence des maladies vectorielles à tiques, qui est le centre dit du Grand Est, dont on partage l'organisation avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg et le professeur Yves Hansmann, qui en a la responsabilité officielle. Une des questions que vous avez posées, c'est depuis 2019, depuis 1 an que la mise en place de ces CRMVT a été décrétée. S'est-il passé quelque chose ? Eh bien oui, je peux vous rassurer que oui, malgré la crise Covid qui nous a tous occupés, et Strasbourg encore plus que Nancy, et le Grand Est a été quand même très impacté par cette crise. Oui, on a pris le temps parce qu'il est fondamental pour nous de pouvoir prendre en charge ces patients qu'on connaît depuis longtemps, qui depuis longtemps frappent à notre porte. J'ai entendu que certains prétendent que des patients n'ont pas été pris en charge ou n'ont pas eu de réponse à leurs sollicitations. Je m'inscris en faux. La seule chose qu'on demande effectivement dans le cadre d'une prise en charge graduée, c'est que le patient ait d'abord été vu par son médecin traitant qui nous adresse le patient. C'est une organisation normale quand on a une prise en charge en médecine de ville complétée par des centres de compétences, eux-mêmes complétés par un centre de référence. Mais à aucun moment, on réfute un patient, et on ne réfute pas un patient parce qu'on dit qu'il n'a pas de Lyme. Si un patient a des symptômes et souhaite qu'on analyse ces symptômes, dans le cadre pluridisciplinaire qu'on a mis en face, dans lequel il y a des infectiologues, des neurologues, des rhumatologues, des psychologues, on essaye de prendre en charge de façon globale ces patients et on leur apporte une réponse. Alors les 5 CRMVT sont en place. Les 5 CRMVT se sont réunis encore téléphoniquement il n'y a pas plus tard que 8 jours pour faire un état d'avancée, puisqu'on veut absolument mettre en place un mode de fonctionnement qui soit standardisé, qui nous permette d'apporter le même niveau de soins à chacun des patients, et d'autre part, puisqu'on l'a dit, il y a quand même un aspect recherche, de pouvoir recenser nos données, de pouvoir partager nos données et de pouvoir faire avancer la connaissance à partir de ces données. Donc les centres sont en place, ça a pris un petit peu de temps, ne serait-ce que sur le plan administratif, pour organiser les choses, réaliser les recrutements nécessaires, mettre en place le fonctionnement. On a mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaire sur les dossiers difficiles, dans lesquels il n'y a pas que l'infectiologue, j'insiste, il y a le neurologue, il y a le rhumatologue, et on essaie de trouver une solution qui n'est pas forcément la réponse maladie de Lyme, qui peut être autre chose. On a mis en place un outil de recueil standardisé, on échange et on bâtit ensemble des protocoles entre guillemets d'exploration et de recherche dans le domaine de la borréliose de Lyme, pour lesquels là par contre, effectivement, en moins d'1 an et confronté à la Covid dans le même temps, aujourd'hui je n'ai pas de résultat à apporter. Mais le bilan d'activité existe d'ores et déjà et sera rapporté à la Direction générale de la santé et a été produit, a même fait l'objet d'une présentation par le professeur Pierre Tadevin il y a une quinzaine de jours lors de notre congrès national où on a fait un état des lieux du retour sur ces centres. Voilà, je vous remercie. Merci bien. Merci, messieurs. Je vais donc passer la parole aux députés.
Ah, pardon. Il faut que je repasse la parole, c'est vrai. Bien sûr, Madame Dubié, excusez-moi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, messieurs, pour votre présentation. Alors, ma première question s'adressera à Monsieur Gabache. Vous nous avez dit que vous aviez l'intention de réunir le groupe de travail, et c'est heureux. On peut comprendre que la période de Covid a retardé les choses. Est-ce que vous pouvez nous assurer que la composition du groupe de travail restera la même? Elle était de 35 membres. Restera-t-elle telle qu'elle est, avec la représentation telle qu'elle était avec les associations de patients, 6 membres de la SPILF, 13 membres du Conseil national de professionnels et 5 membres de l'équipe projet de l'HAS. Docteur Joliac, vous avez beaucoup insisté sur le fait que ce n'est pas que la SPILF qui s'est opposée à la partie concernant le syndrome persistant polymorphe, enfin SPPT, et vous parlez de plusieurs sociétés savantes. Donc ma question est précise. Qui a consulté les autres sociétés savantes et sous quelle forme? Est-ce que c'est l'HAS, puisqu'il n'y avait que la SPILF qui était représentée dans le groupe de travail, ou bien est-ce que c'est la SPILF qui a pris l'initiative de consulter les autres sociétés savantes? Et donc, si tel était le cas, comment vous avez procédé? Toujours, docteur Joliac, on sait que votre laboratoire de Strasbourg conduit des recherches visant à développer des nouveaux outils diagnostiques pour les maladies vectorielles attiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et je lis de temps en temps aussi qu'on parle éventuellement de ponction lombaire pour diagnostic. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions là-dessus? Est-ce que la ponction lombaire permettrait effectivement à un moment donné de poser un diagnostic certain, ce qui n'est apparemment pas le cas au travers des sérologies? On nous parle également aussi de la mise au point d'un vaccin contre la maladie de Lyme. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont ces recherches et si c'est une piste qui peut être une solution à l'avenir? Et enfin, quand je vous entends tous, dans cette période que nous vivons au travers du Covid, on commence à entendre parler de Covid long, on commence à entendre parler de formes avec des symptômes qui durent et tout. J'ai écouté une émission sur France Inter pas plus tard que lundi soir, je crois, parce que j'étais dans ma voiture. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'on va se retrouver dans la même situation que ce qu'on est en train de vivre avec la maladie vectorielle attique. C'est-à-dire que comme on n'aura pas de preuves de ceci, de cela, on commence à dire et à entendre des patients atteints de Covid au mois de mars qui continuent à avoir des symptômes, on commence à leur dire que c'est psychosomatique, que c'est lié au stress, que c'est... Et j'ai peur, effectivement, que finalement, ce qui nous a occupés, si nous préoccupons de ça, c'est parce que nous recevons votre patientèle, en fait, pas pris en charge ou en tout cas qui se considèrent pas écoutés par le corps médical. Elles viennent dans le bureau des parlementaires pour exprimer ça. Et je crains que demain, ce soit aussi des patients atteints du Covid qui viennent dans nos permanences. Donc, je voulais avoir un peu votre point de vue là-dessus. Et est-ce que cette chronicité, alors je ne vais pas dire chronicité parce que je sais que c'est un mot qui ne plaît pas, mais en tout cas, est-ce que ces formes qui durent, qui s'installent dans la durée, ça peut être aussi un sujet autour du Covid? Voilà, merci. Merci bien, Madame la rapporteure. Donc, nous allons tout de suite passer aux questions des députés et ensuite, je vous redonnerai, messieurs, la parole. Donc, la parole est à Valérie Six. Je vais essayer de me recentrer sur la maladie de Lyme parce que c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue, Madame Dubié, mais il faut qu'on puisse quand même se recentrer sur dont on parlait.
Donc, Madame la Présidente, mes chers collègues, en 2018, 67 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Certains patients porteurs de symptômes complexes sont en errance de diagnostic. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à parler avec vous pour savoir comment parvenir à se débarrasser de cette bactérie et tout du moins l'identifier jusqu'à connaître la manière de traiter à long terme cette maladie. En 2016, pour mettre fin à cette errance médicale, il y a eu un plan national de lutte contre la maladie de Lyme qui a été mis en place et qui a créé ce dont vous avez parlé, des centres de référence interrégionaux pour maladies vectorielles à Zika. 5 en France, comme vous nous l'avez informé. L'objectif de ces centres est de produire des recherches sur la maladie et de prendre en charge les patients au long cours. Alors, évidemment, notre groupe salue cette création de centres et nous insistons sur la nécessité de la recherche toujours à mettre en place et des moyens à donner à ces centres pour améliorer à la fois le diagnostic et le parcours de soins. Ces centres sont également chargés de définir des parcours de soins, une meilleure coordination entre la médecine de ville et l'hôpital. Êtes-vous satisfaite de l'organisation de cette mise en place? C'est une question que je pose à chacun d'entre vous. Et pour une meilleure prise en charge des patients, dans le plan lutte contre la maladie de Lyme envisage une prise en charge à 3 niveaux. Il y a le niveau de proximité assuré par le médecin traitant, le niveau de recours régional assuré par les centres de compétences hospitaliers pour les cas plus complexes, et le niveau de recours interrégional. Y a-t-il une articulation satisfaisante entre ces 3 structures, ces 3 niveaux? Voilà, c'est les seules questions que je voulais avoir. Et je vous remercie en tout cas pour cette audition. Si bien, je vais passer la parole à Vincent Descoeur et je tiens à dire par ailleurs que M. Descoeur est co-président d'un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur la maladie de Lyme avec Nicole Triss. M. Descoeur, vous avez la parole. Excuse auprès de vos invités de devoir partir à peine la question posée, mais je serai attentif à la réponse et Madame Dubié, qui est très présente dans ce groupe, me transmettra vos réponses. Je ne reviendrai pas sur l'épisode des recommandations, mais je voudrais quand même profiter de cette occasion pour dire que, quelles que soient les raisons qui ont présidé à la situation que nous avons eu à connaître, convenons que cela a rajouté du trouble et dans une période et un contexte qui aurait pu s'en passer. Ont été troublés les associations de patients certainement, mais pas seulement, si on se réfère aux auditions que nous avions eues avec Madame la présidente de l'HAS à l'époque, qui d'ailleurs nous avait laissé à penser que la question des recommandations serait résolue dans les quelques mois qui viennent. C'était bien avant le Covid et force est de constater que ça semble plus compliqué que ça en a l'air. Mais je vous exhorte, si tant est que je puisse le faire, à faire en sorte que très vite on puisse aller vers des recommandations. Si d'aventure elles ne devaient pas être consensuelles et devaient être accompagnées de réserves ou de différentes appréciations, je pense qu'on n'aura pas beaucoup avancé. Je me permets de vous le dire tel que je le pense. Ma question portait sur les crédits de recherche. Lors du dernier comité de pilotage, ont été présentés par les responsables des différents centres de référence les travaux de recherche engagés. C'était pour nous, députés, des informations très intéressantes. Je profite pour dire aux représentants de la DGS que nous devions être destinataires de ces documents projetés. Nous ne l'avons pas encore été, mais dès que nous pourrons l'être, nous en serons heureux. Et simplement, ce que je voulais dire à cet instant, c'est que les estimations que nous pouvons faire au travers j'allais dire, des travaux qu'ont fait différents chercheurs. L'idée n'est pas de dire qu'une personne nous donnerait des informations sur un montant de recherche. Ces estimations contrastent singulièrement à cette heure avec les montants que nous oppose le ministère. Et il y a peu de temps encore, Madame le ministre de la Recherche, que j'ai interrogé lundi, qui évoque un programme de 15 millions d'euros annuels. Je ne vais pas rentrer dans les estimations que nous avons, mais il y a fort à craindre qu'on soit très loin de cette somme. Et du coup, j'aurais aimé entendre les différents participants, ceux qui ont des données
consolidé sur leur propre estimation de ce programme de recherche, parce qu'on parle du plan Lyme, on parle de programme de recherche. J'ai eu, moi, à connaître le résultat d'un travail qui associait plusieurs professionnels qui laissaient à penser qu'1 million d'euros pouvaient être consacrés à des travaux de recherche, dont 500 000 euros en santé humaine. Je livre ces chiffres tels qu'ils m'ont été donnés. Il y avait parmi eux un responsable de l'INSERM. Quoi qu'il en soit, quand je les mets au regard des 15 millions d'euros qui sont la base de la réponse du ministère, je me dis qu'il y a un gap sur lequel nous aimerions bien pouvoir avoir des éclaircissements. Voilà. Dans l'intérêt de tous, puisque quels que soient les débats entre les différentes sociétés et ou chapelles, le montant consacré pourrait être bien utilisé par tous. Merci, Monsieur Descoeurs. Ne vous inquiétez pas, on a bien compris la question. Merci. Je passe la parole à Monsieur Perru, Bernard. Madame la présidente, Madame, Monsieur le rapporteur, messieurs, vaste sujet, beaucoup de questions posées, déjà des réponses apportées. Vous me permettrez de revenir sur certains points. La surveillance de la maladie de Lyme réalisée par Santé publique France et le réseau Sentinelle a montré une augmentation significative du nombre de nouveaux cas sur les dernières années. Pensez-vous que les conditions climatiques favorables au développement des tiques expliquent cela ? Ou bien encore mieux, j'allais dire, la sensibilisation des professionnels de santé au diagnostic de cette maladie qui pourrait expliquer donc cette augmentation révélée. Comment donc mieux sensibiliser la population ? Question également concernant les vaccins, puisqu'effectivement vous avez déjà aussi évoqué ce sujet, mais nous sommes très sollicités puisqu'un laboratoire français travaille depuis une dizaine d'années à la création d'un vaccin contre la maladie de Lyme. Il paraît-il que ce vaccin pourrait être commercialisé ou tout du moins utilisé en 2025. Selon le président du laboratoire, quelle est la fiabilité de ces informations ? Sont-elles crédibles? Où en sont les recherches sur ces sujets? Va-t-on enfin aboutir à une solution pour tous ces malades? Et cela rejoint une question sur l'ultra-résistance aux antibiotiques, puisqu'une étude qui avait été portée sur des patients avait montré que plus de 80% des patients diagnostiqués avec une pathologie d'ailleurs différente et que le traitement antibiotique administré avant ou après le diagnostic supposé de la maladie de Lyme était inefficace dans 80% des cas. Par conséquent, faut-il traiter ces infections avec une telle pression médicamenteuse? Est-il admissible de continuer quand des études ont cherché à évaluer l'intérêt d'une antibiothérapie prolongée dans la maladie de Lyme et que ceci n'a montré aucun bénéfice pour les malades? Et enfin, quelle est votre volonté en termes de recherche, en termes d'évolution? Quelle serait votre priorité? Si vous pouviez être tous d'accord et lancer un appel au président de la République, au ministre de la Santé, pour lutter contre cette maladie, pour trouver une solution. Voilà ce qu'il faut faire. Priorité, quelle est-elle? Moyens de recherche et peut-être aussi unité de tous les spécialistes pour que nous-mêmes, les parlementaires, nous voyions clair par rapport à cette maladie, reconnue par certains, dénoncée par d'autres. Et je ne vous le cache pas que la semaine dernière, la table ronde que nous avons pu avoir avec un certain nombre de professeurs, de docteurs, de spécialistes, nous a pas donné en tout cas l'image d'une cohésion et d'une union pour que nous-mêmes, nous soyons tous unis à leur côté. Je vous remercie. Merci, Monsieur Perru. Donc, après toutes ces questions pertinentes, je vais vous redonner la parole, messieurs, pour des éléments de réponse et des éléments également de conclusion. Donc, vous avez 5 minutes. Alors, je ne sais pas, Monsieur Gabache, vous commencez? Quoique tout à l'heure, vous n'aviez pris que 5 minutes, je tiens à le dire. Donc, je serai souple un peu pour vous. Donc, pour ce qui est de la chaise et pour les questions que j'ai eues, en particulier notamment sur la composition du groupe de travail, je n'étais pas à la chaise quand le premier groupe de travail a été mis en place, mais la composition à l'époque, il y avait quand même toutes les spécialités qui étaient représentées et la plupart des spécialités et les associations de malades. Ce n'était pas juste que la SPILF et les malades et la chaise. Donc il y avait des généralistes, il y avait des immunologistes et là, je tiens à souligner que la Société française d'immunologie a validé la recommandation de la HAS et n'a pas validé les recommandations des autres sociétés savantes. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a toutes les sociétés savantes qui ont validé la recommandation. Il y en a une qui n'a pas validé la recommandation des autres sociétés savantes. Pour le prochain groupe qui va arriver, que nous mettons en place,
Et nous faisons attention à ce plan-là d'équilibre entre les deux parties. Et notre déontologue a fait très attention pour qu'il y ait un équilibre dans le groupe de travail entre la FMVT, et la Société française d'immunologie et les représentants autour de la SPIF, le CMG, de la SNG et de suite. Donc là, nous faisons très attention. Alors, ce ne sera pas 35, hein. On va essayer de faire un groupe un peu plus restreint pour travailler. Par contre, les autres seront mis dans un deuxième groupe qu'on appelle le groupe de lecture, qui permettra tout au long de pouvoir s'exprimer. On va faire nombreux. Donc, on fait très attention. Et ça, c'est vraiment l'important à l'HAS, c'est d'associer les malades et les associations de malades à l'élaboration des recommandations pour ensuite qu'il y ait un consensus sur la mise en place de ces recommandations. Et ça, c'est fondamental. Et nous y, Madame Le Guedec est très, très attentive à ce sujet-là. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, sur d'autres sujets, je veux dire que l'HAS, dans ses recommandations, n'a jamais reconnu une maladie de Lyme chronique. Elle a toujours dit, l'HAS, qu'on ne savait pas. Donc, elle a parlé de symptomatologie ou de syndrome poliforme avec possible piqûre de tigre, donc c'était très prudent. Donc, elle n'a jamais reconnu de Lyme chronique. Elle a dit qu'il y avait des malades qui posaient problème et qu'il fallait faire de la recherche pour ces malades. Elle n'a jamais cautionné les thérapeutiques longues par antibiothérapie, ça c'est pas vrai. Donc, on a limité la prise en charge. Et donc, la différence qu'il y a avec les sociétés savantes, c'est qu'on avait promu une deuxième cure d'antibiothérapie de 28 jours, comme font nos Anglais, le collègue anglais du NICE. Hein. La recommandation anglaise est à peu près identique à la recommandation française de la HAS. Donc, voilà. Et donc, il n'y a pas grande différence. Donc, j'entends très sincèrement, on a travaillé pour remettre en place le groupe de travail, mais on va le remettre en place maintenant. Je suis certain que le Covid nous a occupés là depuis mars, et ça nous a un peu coupé les langues, parce qu'on est remettre en place le groupe de travail en mars. Et là, on va essayer d'avoir un consensus sur ces recommandations, et j'espère qu'on va y arriver. J'espère tous, et on va tout faire pour qu'on y arrive. Il faut que la pression médiatique, tout ça retombe un peu, parce que c'est vraiment difficile. Je comprends que mes collègues, mes confrères ici à côté, c'est vraiment très difficile à vivre pour les différentes attaques qu'ils ont vécues. Il faut retrouver un peu de sérénité dans ce débat, et je pense que ce qu'a mis en place le ministère et que nous avions demandé, tous les centres de référence, des centres de vote, devraient apporter un peu plus de sérénité et une réponse attentionnée à ces malades qui méritent une attention et une prise en charge de leur pathologie, même si ce n'est pas une maladie de Lyme. Merci, docteur. Quelle concision. Il vous restait encore 1 minute 25, mais bon, voilà. Donc, je passe tout de suite la parole à docteur Clément Lazarus. Merci Madame la Présidente. Pour essayer de répondre aux différentes questions, en essayant de les prendre en l'ordre pour celles qui étaient dans l'ordre, pour celles qui nous étaient posées, sur la question du vaccin, sur laquelle vous nous avez interrogé Madame la rapporteure, on a interrogé la NSM sur le sujet. À notre connaissance, il y a 2 vaccins qui sont en cours d'essai, des essais de phase 2. Pour l'instant, il n'y a pas d'AMM pour des vaccins, comme vous le savez. Donc, on suit le sujet avec attention et la recherche suit son cours. Donc, dès qu'on aura de nouveaux éléments, on sera heureux de pouvoir évaluer les choses et la phase 3. Et on suit ça, bien évidemment, avec beaucoup d'attention. On se posera la question derrière, lorsqu'un vaccin sera éventuellement développé, de son efficacité, de sa tolérance, de ses indications. Et ça nous promet là aussi beaucoup de travaux et de débats pour offrir là aussi un outil supplémentaire dans la thérapeutique autour de la maladie de Lyme. Sur la question des CRMVT et leur structuration, c'est un travail qui est en cours. Il a été ralenti, on l'a dit, les uns et les autres par la crise Covid, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que la vraie plus-value, ça va être la coordination, la mise en réseau, la standardisation et la protocolisation des parcours de soins. Et je pense qu'il est vraiment fondamental qu'on continue à bien insister sur le fait qu'il y ait cet adressage des patients par les niveaux 1 et 2 de la filière de soins, justement pour qu'à chaque patient soit délivré le niveau de prise en charge qui soit le plus adapté à ce dont il a besoin. S'il y a des cas de non-prise en charge, on reçoit aussi des courriers, il faut que ce soit traité par les instances qui existent de concertation. Il en existe, il y a les commissions des usagers dans les établissements, il y a les agences régionales de santé qui suivent également ces sujets-là au niveau local, et puis nous également, on suit également les signaux qu'on pourrait avoir de non-prise en charge de patients.
à l'heure actuelle, on n'a aucun élément pour dire que structurellement, il y aurait des CRMVT qui ne prendraient pas en charge. C'est-à-dire, nous n'avons aucun élément là-dessus. Et donc, il faut être très clair. S'il y a des situations individuelles, il faut qu'elles soient traitées, encore une fois, dans les instances de concertation locale. Je pense que c'est le meilleur service à rendre aux patients que ces structures existantes qui ont fait leur preuve de leur efficacité dans les établissements puissent être le relais de ces questions-là qui peuvent exister et qui existent dans d'autres pathologies et dans d'autres filières de prise en charge totalement en dehors du Lyme ou des maladies infectieuses. Sur la recherche, la plus-value aussi de ces centres, ça va être la mise en commun des données, avoir plus de puissance et avoir une émulation collective sur les projets de recherche. Là aussi, il faut que les patients jouent le jeu et nous aident en acceptant d'entrer dans des protocoles de recherche, parce que c'est ça qui fera progresser la connaissance, c'est qu'il y a une alliance entre les spécialistes, les médecins de premier recours et les patients pour faire progresser la recherche. Et je crois beaucoup à cette notion de recherche guidée également par les patients, où les patients sont vraiment acteurs. Il y a des grandes cohortes qui peuvent être faites par ailleurs de patients acteurs de la recherche, et je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre. Sur les crédits de la recherche, je n'ai pas forcément de chiffres précis à vous donner, mais nous, on a provoqué plusieurs de réunions. La plus-value du MSS là-dedans, c'est clairement la mise en relation des acteurs de la recherche et un rôle d'animation avec les alliances qui peuvent être faites. On a recensé, il y a beaucoup de projets qui se montent. Malgré tout, il y a un financement global qui est de l'ordre de 6 millions d'euros et il y a 300 000 euros qui sont prévus pour chaque CRMVT. Je parle sous ton contrôle, Bruno, et je pense que c'est ça. Donc, il y a quand même des financements qui sont là. Et sur les questions de qu'est-ce qui fait monter le nombre de diagnostics ressentis, votre question, monsieur le député, parce que ce sont les conditions climatiques, la sensibilisation des professionnels de santé. Je laisserai les autres experts s'exprimer, mais je pense que c'est multifactoriel et que c'est tout ça à la fois. Et donc, il faut qu'on continue à augmenter le niveau de connaissance globale de la population sur la question des maladies vectoriellatiques. Il faut qu'on continue à travailler sur les messages de prévention, puisque le meilleur moyen d'éviter les situations qu'on peut connaître, c'est d'insister sur la prévention, et notamment la prévention lorsqu'on va en forêt, etc. Je pense que c'est très important. Et sur les priorités de la recherche, je laisserai mes confrères et collègues s'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets où on peut encore progresser, que ce soit dans la recherche fondamentale sur les connaissances qu'on peut avoir de la maladie, mais également sur la recherche de développement d'outils tant diagnostiques que thérapeutiques et des vaccins dont on a parlé tout à l'heure. Merci bien, parfaite concision. Je passe la parole à monsieur Benoît Jolac. Allez-y. Je vais essayer de répondre à certaines questions qui me sont, je pense, plus particulièrement destinées. Vous avez posé la question des recherches qu'on effectue sur des nouveaux outils diagnostiques. Donc, il s'agit effectivement de développer et de voir, enfin, c'est développer, mais de voir ce que cela donne, d'utiliser une approche radicalement différente. C'est non plus la recherche de la bactérie, la recherche des anticorps ou la recherche de l'ADN, mais la recherche des protéines spécifiques de cette bactérie ou de ces bactéries d'ailleurs, puisque nous travaillons en parallèle à un aspect d'élargissement. Alors, c'est des techniques de protéomie qui sont utilisées ou qui commencent plutôt à être utilisées dans d'autres domaines, comme la cancérologie. Donc, beaucoup de champs de développement de technologie est en cours, mais sur la base de ce qui est existant, puisqu'il faut bien faire un choix. Nous avons obtenu des premiers résultats qui nous ont amenés à déposer un PHRC qui a été financé pour évaluer qu'est-ce que ça peut donner en vraie pratique. Donc nous avons étudié, même si j'ai dit tout à l'heure que le diagnostic était clinique, des patients ayant un diagnostic certain, c'est-à-dire des patients ayant un érythème migrant, de façon à prendre l'expertise clinique qu'ont les infectiologues et les dermatologues comme gold standard pour s'affranchir des autres techniques. Les résultats que nous avons obtenus sont prometteurs et nous sommes actuellement dans le recueil de sujets témoins qui accepteront d'avoir une biopsie cutanée alors qu'ils sont sains ou offrant d'autres pathologies. Donc il n'y a pas de bénéfice individuel pour eux. Et il est clair que on a analysé à peu près une soixantaine de patients qui ont ces érythèmes migrants. Il y a un gain significatif
par rapport à la culture ou par rapport à la PCR, donc ça nous incite à aller plus loin. Et il nous faut donc analyser une population témoin. Ça ne se fait pas comme ça au jour d'aujourd'hui en termes de conditions éthiques. Et donc, pour les inclure, eh bien, il est clair que la crise du Covid n'a pas été favorable pour inciter des gens n'ayant pas de pathologie à venir se faire prélever dans un des centres qui y participent. Mais bon, ce n'est que partie remise et le projet court toujours. Donc c'est cette étape-là qui est en cours avec des tout premiers essais qui montrent que c'est faisable sur des patients atteints de manifestations disséminées, articulaires notamment. C'est celle sur laquelle nous avons regardé. Vous m'avez posé une question concernant la place de la ponction lombaire. Alors, la ponction lombaire ne serait bien entendu indiquée que pour des patients ayant des troubles neurologiques ou des troubles articulaires plus neurologiques, enfin, où il y aurait une composante neurologique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, c'est ça. Ça fait partie actuellement du diagnostic à côté de la sérologie par l'utilisation d'une technique, c'est un peu technique, qu'on appelle la synthèse intratécale, qui fait partie des critères européens de diagnostic des neuroborrélioses. Donc c'est par rapport à ça qu'il faudra se comparer et ça fait aussi partie de la démarche qui consistera à étudier si à côté de la trace de cette bactérie, on peut mettre en évidence des désordres métaboliques en mettant en évidence des protéines chez ces patients. L'intérêt de cette technique de protéomique, au total, je vous décris, c'est que pour qu'un agent, un micro-organisme, si un micro-organisme est vivant, il produit des protéines. Donc on aurait non pas seulement la trace du fait qu'il soit passé par là, mais la trace qu'il est bien présent jusqu'à ce que les protéines se dégradent. C'est pour ça qu'on fonde pas mal d'espoir là-dessus. Et je voudrais insister sur le fait que c'est un travail multidisciplinaire, car nous n'avons pas tous seuls les compétences. Il est piloté au sein du laboratoire par la docteure Nathalie Boulanger, et nous travaillons en coordination avec une grosse équipe de protéomiques que nous avons la chance d'avoir à Strasbourg. Il y en a quelques-unes sur la France, dont notamment une aussi à Toulouse. Et voilà, l'équipe de Strasbourg nous aide énormément parce qu'ils ont cette compétence de très haut niveau sur cette technologie. Et nous apportons notre regard biologique ou biologie médicale pour faire cela. Voilà, c'est les points que je voulais vous apporter là-dessus. Le vaccin, il en a été question, donc je ne vais pas répondre. Qu'est-ce que j'ai noté? Les travaux de recherche, oui, et le montant des financements de la recherche. En fait, je n'ai pas de connaissances dessus. Je sais qu'il y a une commission qui s'est réunie sous l'égide de l'INSERM et qui pourrait certainement vous apporter des précisions là-dessus. Et ça s'articule aussi à la fin. J'ai participé à 2 sessions de cette commission sur la nécessité de dégager des axes consensuels ou 2 ou 3 axes maximum prioritaires pour répondre à la question que vous posiez. C'était juste avant le Covid. Il faudrait demander au professeur Yazdan où est-ce qu'il en est. Je pense qu'il a été bien occupé avec des problématiques virales, mais je ne pense pas que ce projet soit enterré, loin s'en faut. Mais en tout cas, à la fin de la commission, voilà où on en était. C'était trouver 1 ou 2 axes sur lesquels les efforts de recherche porteraient avec un appel à projet dans la démarche classique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Donc, j'ai identifié 5 questions auxquelles je peux peut-être amener quelques éléments de réponse de façon très brève. Vous avez évoqué en premier lieu le parallélisme entre les situations qu'on analyse aujourd'hui et ce qu'on pourra peut-être appeler le post-Covid. Effectivement, il y a des questions qui sont de nature très comparable avec des gens qui effectivement soit ont présenté un Covid avéré, aujourd'hui se plaignent de troubles, des gens qui pensent avoir fait un Covid, qui ont une sérologie négative, qui présentent des troubles, dans un contexte qui a été particulier, anxiogène, dans un contexte de confinement, dans un contexte de maladie. Et on a pris les choses au pied de la lettre, puisque dès le départ, dans un établissement comme le mien, les gens qui ont subi sur le plan pulmonaire les conséquences de la Covid, on met en place des systèmes de suivi pour pouvoir évaluer, et d'autres équipes s'intéressent à d'autres symptomatologies pour des travaux communs. Donc on a une vigilance là-dessus et on ne veut pas être en retard sur ce sujet. Vous avez tout à fait raison d'alerter sur ce point. La deuxième question était relative, si je l'ai bien compris, à savoir qui avait été ou quelle avait été la place, entre autres, de la SPILF dans l'élaboration des recommandations, dites recommandations des sociétés savantes.
En fait, je rappelle juste la genèse. Suite à la parution du PNDS aux difficultés qui étaient observées, le directeur général de la santé a saisi le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française, Pierre Tadevin à l'époque, et lui a demandé d'élaborer des recommandations ou un complément de recommandations avec les sociétés savantes. Donc effectivement, il a pris l'initiative de joindre chacun des présidents des sociétés savantes qui eux-mêmes ont désigné des représentants, et c'est l'ensemble de ces représentants qui a élaboré ce document dont vous avez connaissance. Voilà sur la méthode et la genèse. Une troisième question était relative à l'organisation entre les centres de référence, les centres de compétences et la médecine de ville. J'en ai un peu parlé dans mon propos liminaire et j'y reviens. Je pense que cette organisation est la bonne. Aujourd'hui, est-ce qu'elle nous donne satisfaction? Elle n'est pas aboutie. Là encore, pour les raisons Covid, les centres de référence se sont structurés. Les centres de compétences ont été désignés, mais ne le sont pas encore tous et n'ont pas encore eu tous les moyens de dédier les moyens spécifiques à cette prise en charge. Et l'information auprès des différents médecins généralistes pour que la chaîne soit complète est encore partielle, puisque c'est pareil, à un moment, l'information a été pratiquement exclusivement Covid, à défaut de toute autre information. Mais le système est, à notre sens, le bon. Ce système doit maturer. Et en tout cas, les centres de référence, c'est fait. Les centres de compétences, ça évolue. Et cette communication se fait petit à petit vers les premiers maillons de la chaîne, que sont les médecins de ville. La quatrième était relative à la recherche et sur son montant. Donc effectivement, dans le plan maladie vectorielle lactique du gouvernement 2016, c'était l'axe 5 qui était consacré à la recherche. Alors je suis un peu comme Benoît Jolat, qui n'est pas le plus compétent dans le domaine. À la fois, je peux vous faire, en tant que président de CME, des tas de retours sur le coût de la Covid et l'impact sur les hôpitaux, mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais là, il y a à dire. Là, j'ai moins compétences, mais c'est vrai qu'en tout cas, ceux qui sont plus auprès de la recherche, depuis le début, observent que cet axe 5 n'a pas bénéficié de la visibilité d'un financement spécifique. Maintenant, est-ce qu'il doit être de 1, de 15 millions? J'aurais tendance à dire, on raisonne peut-être dans l'autre sens. Quels sont les projets, quels sont les besoins des projets? Et comme le disait Benoît Jolat, qu'on définit un petit peu les priorités et on voit ce dont on a besoin. C'est un peu difficile de donner un chiffre comme ça, ex abrupto. Je ne suis pas convaincu forcément de la méthode. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'en tout cas, on l'a beaucoup entendu. Cet axe 5, on n'a pas forcément entendu en permanence ou vu en permanence les moyens qui étaient spécifiquement dédiés en face. Et c'est sans doute quelque chose qui a pris du retard aussi du fait de la Covid. Et puis la dernière question, j'ai un peu la même réponse que celle qui a déjà été donnée. Pourquoi les cas augmentent? Je pense effectivement que c'est multifactoriel. Le réchauffement climatique joue, les tiques sont potentiellement plus nombreuses, les gens s'exposent aussi davantage. Et dans le même temps, l'ensemble des formations, informations qu'on a pu faire ont permis à un certain nombre de médecins de mieux reconnaître la pathologie, la borréliose de Lyme en particulier dans sa phase primaire, l'érythème cutané migrant qui est relativement simple et spécifique. Et donc à ce niveau-là, je pense que c'est la conjonction des deux qui fait qu'aujourd'hui l'incidence augmente à la fois par une meilleure reconnaissance et à la fois parce qu'il y a une réelle augmentation. Mais on est sur les phases primaires. Ça ne revient pas du tout sur l'existence même et la gestion des phases chroniques. Voilà. Et quelques éléments de réponse que je voulais vous apporter. Merci bien. Monsieur Vion, vous vouliez intervenir? Oui, merci Madame la Présidente. Si vous le permettez, je voudrais apporter un petit mot de complément. La mise en place de cette organisation des soins semble satisfaire beaucoup de monde. Vous vous êtes exprimé favorablement. Christian Rabot également. Ça correspond aux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui recommandait au moins un centre spécialisé par région. Nous sommes à 5 centres de référence et plus de 70 centres de compétences. Et ils sont encore tous, ils sont peut-être pas encore tous désignés. J'ai entendu la semaine dernière la table ronde qu'on mettait en avant le rejet des patients par certains centres. Alors, ça peut arriver, bien sûr. Clément l'a dit juste avant. Il y a des instances localement qui permettent de répondre aux patients, de prendre en considération leurs demandes et puis d'améliorer la qualité de prise en charge. Ces refus de prise en charge existent certainement, mais elles ne sont pas la majorité. Je pense même qu'ils sont très rares. Les équipes qui ont candidaté pour être centre de référence, c'est une démarche volontaire de leur part, c'est-à-dire qu'ils ont
un intérêt pour cette pathologie, de la même manière pour les centres de compétences. Donc, tout ce réseau, j'ai du mal à croire que ce réseau refuserait de prendre des patients. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on applaudissait les soignants pour leur abnégation dans le cas de la Covid. Ce sont les mêmes qui accueillent les patients pour les patients chroniques qui présentent des symptomatologies chroniques. Et voilà, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il ne faut pas faire peur aux patients, leur laisser croire qu'ils seraient rejetés par ce système qui est mis en place pour eux et par des praticiens qui sont vraiment volontaires pour les prendre en charge. Je vous remercie. Merci bien. Les rapporteurs souhaitent peut-être dire encore un petit mot. Peut-être une observation, une réaction après vos avis, vos prises de parole. C'est légitime qu'ici, dans cette maison, notamment au sein de la Commission des affaires sociales, qui avons à traiter de toutes les questions de santé publique, notamment à travers le PLFSS, mais pas que, on prenne le pouls des territoires et qu'on mette sur la table des sujets qui font effectivement débat. Et on considère que le débat doit également avoir lieu parce qu'il peut y avoir des traductions législatives dans cette maison et pas uniquement sur les réseaux sociaux ou dans des controverses qui peuvent avoir lieu, comment dirais-je, à l'extérieur. Moi, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vraiment, je vous remercie de votre contribution et de vos avis. Peut-être ne sont-ils pas admis par tout à chacun, mais cela a été dit, il faut chercher à avoir des repères, avant toute chose. Il faut chercher, vous l'avez dit, je crois, docteur Lazarus, je reprends vos mots, il faut chercher déjà à poser des bases partagées, des principes pour essayer de... Bon. Moi, j'ai un peu le sentiment que par vos prises de parole aujourd'hui, vous avez en tout cas apporté des solutions, notamment par rapport à l'objet de cette table ronde, qui est effectivement de nous interroger sur l'offre de soins, sur la façon dont la France a un système de santé par rapport à la prise en charge des patients. Le sujet est complexe, il peut être effectivement passionné, mais je reçois, au-delà de vos prises de parole, qui je le dis peut-être éventuellement contestées par certains, mais c'est pas... Je reçois en tout cas un message, me semble-t-il, très positif, de quelque chose de prometteur. C'est-à-dire que globalement, la France veut aller de l'avant. Il y a un cap, il y a une forme de volontarisme. Le sujet n'est pas enterré. Après, certains estiment peut-être que ça ne va pas dans la bonne direction, que ça ne va pas assez vite. Mais je reçois de vos 5 témoignages, vous qui êtes des savants, des experts, des sachants, qu'il y a globalement matière à donner l'expression d'un champ dynamique, pour reprendre encore l'expression qui était celle de la vôtre. Donc moi, je trouve que par rapport à ce que j'attendais, à titre personnel, vous avez effectivement contribué à m'acculturer sur cette question. Donc voilà, je voulais vous remercier, mais probablement que le sujet n'est pas clos, et vous le savez encore mieux que moi. Dubié, vous vouliez rajouter quelques éléments ? Merci, merci Madame la Présidente. Je crois que, comme l'a dit Stéphane, ces échanges nous sont utiles aussi pour objectiver aussi la situation. Il n'en reste pas moins que... mes derniers mots, en fait, c'est un message vraiment que j'ai envie de faire passer. Notre collègue Vincent Descoeur l'a dit, je le reformule. Vraiment, docteur Pierre Gabache, moi, je mets beaucoup d'espoir au niveau de l'HAS. Je mets beaucoup d'espoir sur le fait que vous puissiez œuvrer avec votre présidente, dont on ne doute pas qu'elle mettra tout en œuvre pour qu'effectivement, on n'ait pas encore deux directives en fait établies par les uns ou par les autres, parce que du coup, on réglera rien de la situation. Ça vraiment, si on devait aboutir en fait au fait que les recommandations de la SPILF, ceux qui voudront les prendre, les prendront, les recommandations de la HAS, enfin, chacun fera comme il voudra, on ne réglera rien du sujet que l'on rencontre aujourd'hui. Donc, vraiment, le message que je souhaite faire passer, c'est que ce groupe de travail se remette en place, qu'on termine le travail qui avait été commencé, sur lequel nous, parlementaires, parce que
Moi, je suis sur ce sujet depuis 2013. Et je trouve qu'en 2016, on avait fait un pas au travers de ce plan. Il se décline. Essayons d'aller jusqu'au bout. Trouvons un consensus là-dessus. Et je pense qu'il faut que chacun y mette un peu du sien. Et pour terminer, parce que pour nous qui ne sommes pas médecins, enfin, en tout cas moi je ne suis pas, j'ai pas de connaissances médicales, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce mot SPPT puisse créer autant de tensions, autant d'affrontements. C'est incompréhensible pour moi. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui expriment leur détresse, qu'on ne prend pas en charge. Je crois que c'est ça le sujet. Après, que ça s'appelle SPPT, qu'on ne veuille pas que ce soit... Enfin, quelque part, on s'en... Enfin, moi, très honnêtement, en tant que citoyenne, c'est pas ça mon sujet, c'est qu'on ne laisse pas des gens dans la nature en déshérence et après qu'ils se tournent vers n'importe quoi. Enfin, on a entendu des choses, des déplacements en Allemagne sur des traitements qui coûtent 4 000 €. Enfin, c'est hallucinant tout ça. Et on entretient. Et franchement... Je trouve que, voilà, donc je pense qu'on a une responsabilité collective par rapport à ça, chacun à la place où nous sommes. En tout cas, moi, vraiment, docteur Pierre Gabache, faites tout pour que ça fonctionne. Voilà, merci beaucoup. Merci, Madame la rapporteure. Après ce cri du cœur partagé, hein, il ne me reste plus qu'à conclure, mais j'ai cru qu'il y avait encore une dernière intervention, Monsieur Joliac. Profiter de ma bonté. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. C'était pour revenir un peu justement sur la notion de dynamisme et apporter une petite note positive, un exemple de petits progrès, même si ça ne concerne pas le Lyme chronique. J'ai parlé de la sérologie, ça me tient à cœur en tant que CNR, pour vous dire que le fait de progresser doucement par ces recommandations, les unes comme les autres, et puis les quantités de formation qu'on peut faire, les dermatologues, les infectiologues, les biologistes, eh bien, on voit dans le cadre du réseau Sentinelle une donnée que vous ne verrez pas dans le rapport, mais qui montre une prise de conscience de la part des médecins que la sérologie n'est pas utilisée dans l'érythème migrant. Je ne vais pas parler de l'aspect coût pour la santé, mais l'aspect intérêt pour la prise en charge des patients. Ça veut donc dire que de façon significative, les médecins prescrivent moins de sérologie pour l'érythème migrant, donc ils ne se reposent plus, comme ça doit être, sur la sérologie pour faire le diagnostic. Donc du coup, ils diagnostiquent plus d'érythème migrant, les patients sont plus vite reconnus et plus vite traités, et il y aura moins de facto de passage vers des formes disséminées mal oubliées, on va dire. Voilà, c'est juste une petite note positive pour dire que des petites choses, ça avance. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a plus, mais on a réduit d'à peu près 50% la prescription erronée. Je suis assez content de ça. Écoutez, sur cette note positive, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Remercier bien sûr mes collègues rapporteurs et l'ensemble de mes collègues. Vous remercier effectivement pour vos réponses. Il y a effectivement, on avance de manière positive. Donc il faut continuer pour effectivement, vous savez, il y a un dicton qui dit les mots d'amour c'est bien, les preuves d'amour c'est mieux. Donc voilà, il faut continuer d'avancer pour essayer d'accompagner au mieux des patients qui souffrent au quotidien. Voilà, je vous remercie.